Hercule Poirot, le célèbre détective belge aux méthodes impeccables, se trouvait à Londres lorsqu'on lui confia une affaire bien particulière. Une jeune femme écossaise, Margaret MacLeod, avait disparu sans laisser de traces lors d'un voyage à Paris 3 années auparavant. Sa famille, désespérée, suppliait le maître enquêteur de résoudre ce mystère qui les tourmentait depuis des années. Poirot, intrigué par les détails singuliers du cas, accepta d'entreprendre cette investigation qui le mènerait à travers l'Europe. Margaret MacLeod venait d'une famille écossaise prestigieuse, les MacLeod de Dunvegan, propriétaires de vastes terres dans les Highlands. Elle était connue pour son esprit indépendant et sa passion pour la peinture, des qualités qui ne convenaient guère aux traditions rigides de sa famille. Sa mère, la comtesse Margaret, avait toujours désapprouvé ses aspirations artistiques, préférant que sa fille épousât un noble de bonne maison. Cette tension constante entre mère et fille avait créé une atmosphère pesante au château. Avant sa disparition, Margaret avait reçu une lettre d'un peintre français, Henri Devereux, qui l'invitait à Paris pour exposer ses œuvres dans une galerie renommée. Cette opportunité représentait l'accomplissement de tous ses rêves, mais aussi l'occasion de s'échapper de la vie étouffante du château familial. Elle avait accepté l'invitation avec enthousiasme, sans révéler ses véritables intentions à sa famille. Seule sa gouvernante, mademoiselle Françoise, était au courant de ses plans secrets. La comtesse Margaret avait découvert les intentions de sa fille la veille de son départ pour Paris. Une violente querelle avait éclaté entre elles, où la mère avait menacé de la déshériter si elle ne renonçait pas à ce projet insensé. Margaret, le cœur brisé mais déterminée, avait quitté le château le lendemain matin, et on ne l'avait jamais revue depuis. Seule une brève lettre, envoyée de Paris une semaine après son arrivée, avait confirmé qu'elle était bien parvenue à la capitale française. Hercule Poirot arriva à Édimbourg par un brumeux matin d'automne, accompagné de son fidèle ami, le capitaine Hastings. Le château de Dunvegan se dressait majestueusement sur les falaises écossaises, ses vieilles pierres grises témoignant de siècles d'histoire familiale. La comtesse Margaret les accueillit avec une froideur royale, assise dans son grand fauteuil d'apparat, comme si elle siégeait sur un trône. Elle ne sembla pas convaincue que le détective belge pourrait résoudre l'énigme qui avait échappé à la police écossaise pendant 3 longues années. Poirot écouta patiemment le récit de la comtesse, ses méthodes mentales déjà se mettant en œuvre pour analyser chaque détail. Il posa des questions minutieuses sur Margaret, son caractère, ses amis, ses liens familiaux, et surtout sur cette fameuse lettre écrite de Paris. La comtesse hésita avant de la lui remettre, comme si admettre l'existence de cette communication confirmait d'une certaine manière la culpabilité de sa fille d'avoir abandonné la famille. Cette réticence elle-même était révélatrice pour Poirot, qui ne manqua pas de noter cet élément important. Le détective demanda à rencontrer mademoiselle Françoise, la gouvernante qui avait été la confidente de Margaret. Cette femme âgée, les yeux rouges de larmes, raconta comment Margaret l'avait suppliée de garder le secret, comment elle rêvait de liberté et d'expression artistique. Françoise expliqua que Margaret n'avait jamais voulu causer du tort à sa famille, mais qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre selon les volontés d'une mère tyrannique. Son amour pour l'art était une passion véritablement ardente, un feu qui brûlait dans son âme. Pendant son séjour au château, Poirot visite également la chambre de Margaret, restée inchangée pendant 3 ans, comme un mausolée dédié à une jeune femme disparue. Les murs étaient couverts de ses peintures, des œuvres de talent remarquables qui révélaient une sensibilité profonde et une compréhension du monde extraordinaire pour une femme si jeune. Parmi ces œuvres, Poirot remarqua une série de portraits, notamment celui d'un jeune homme, aux traits nobles, peint avec une tendresse particulière qui parlait d'affection sincère. En questionnant discrètement le personnel du château,
Poirot apprit l'existence d'une correspondance cachée que Margaret entretenait avec ce jeune homme, un certain Thomas Blackwood, fils d'un avocat d'Édimbourg. Il devint clair que cette relation avait été dissimulée à la comtesse, qui aurait certainement désapprouvé une union avec quelqu'un d'une famille moins prestigieuse que les MacLeod. Poirot sentit que tous les fils de cette affaire commençaient à s'éclaircir, révélant peu à peu la véritable histoire de Margaret. Poirot et Hastings se rendirent à Paris pour enquêter plus avant. Ils visitèrent d'abord la galerie d'Henri Devereux, où Margaret était supposée avoir exposé ses œuvres 3 ans auparavant. Cependant, Devereux sembla étrangement vague quand on lui parla de Margaret, affirmant que bien qu'il l'eût invitée, elle n'avait jamais réellement présenté ses œuvres à sa galerie. Cette contradiction était intéressante, car cela signifiait que Margaret avait eu une autre raison d'aller à Paris, ou que quelque chose l'en avait empêché. Le détective découvrit que Margaret avait effectivement résidé à Paris pendant plusieurs mois, logeant dans une petite pension du quartier latin, fréquentée principalement par des artistes et des jeunes gens de conditions modestes. La propriétaire de la pension, Madame Beaumont, se souvint d'elle avec affection, la décrivant comme une jeune femme exceptionnelle, douée d'une grande intelligence et d'une certaine mélancolie. Madame Beaumont se rappelait que Margaret recevait régulièrement des lettres d'Écosse, mais aussi d'ailleurs. Ce qui frappa particulièrement Poirot, c'est que Margaret semblait avoir mené une vie très secrète à Paris. Elle sortait peu, travaillait constamment à ses peintures et recevait la visite d'un homme qu'elle présentait comme son tuteur artistique. Madame Beaumont n'avait jamais appris son nom véritable, mais elle avait remarqué que cet homme portait un accent français de la région du Midi et qu'il semblait posséder des ressources financières considérables. Poirot sentit que cet homme était une clé cruciale pour comprendre la disparition de Margaret. En explorant les galeries d'art parisiennes, Poirot découvrit que plusieurs peintures portant la signature « Monsieur MacLeod » avaient été vendues discrètement à des collectionneurs privés. Ces œuvres révélaient une évolution artistique remarquable et une profondeur émotionnelle impressionnante. Les critiques d'art qui les avaient examinées s'accordaient à reconnaître qu'il s'agissait de travaux d'un talent exceptionnel, créés par quelqu'un de grande sensibilité et de compréhension profonde du cœur humain. Poirot entreprit de tracer la provenance de ces tableaux, remontant jusqu'à leur première acquisition. Cela le conduisit chez un certain comte, Édouard de Fournoise, un aristocrate français, de figure influente dans les cercles artistiques parisiens. De Fournoise était un homme d'environ 45 ans, charmant et raffiné, mais avec quelque chose dans son regard qui trahissait une certaine dureté calculée. Quand Poirot lui posa des questions sur Margaret, le comte devint étrangement nerveux et évasif. Hastings remarqua que lors de leur visite chez de Fournoise, le comte possédait un portrait de Margaret dans son bureau privé, un portrait d'une intimité remarquable, qui ne pouvait avoir été créé que par quelqu'un qui la connaissait profondément. Quand Poirot le pointa du doigt, de Fournoise laissa échapper des informations révélatrices. Margaret et lui avaient effectivement entretenu une relation, bien qu'il prétendît qu'elle était purement artistique. Cependant, son ton et son langage corporel démentaient ces paroles. Après une série de questions subtiles qui permirent à Poirot de creuser les contradictions du récit du conte, la vérité commença à émerger. Margaret avait effectivement disparu de manière volontaire, abandonnant sa vie en Écosse pour poursuivre sa passion artistique et son amour pour de Fournoise. Cependant, quelque chose dans cette explication semblait trop simple, trop facile, pour couvrir toute la vérité. Poirot devait creuser plus profondément, car il sentait qu'il y avait encore des secrets enfouis. En interrogeant les voisins de Madame Beaumont, Poirot apprit que Margaret avait quitté sa pension précipitamment, il y a environ 2 ans et demi, emportant peu de ses affaires personnelles. Cette date était significative, car elle survenait plusieurs mois après les dernières lettres qu'elle avait envoyées à sa famille. Personne ne savait où elle était allée, et aucune trace n'avait pu être retrouvée après ce départ soudain.
Poirot sentait que le cœur du mystère résidait dans ces semaines cruciales. Poirot découvrit que le comte de Fournoise possédait également une luxueuse villa sur la côte d'Azur, près de Cannes, un endroit où s'échappaient régulièrement les personnages les plus secrets de la haute société parisienne. Il décida que sa prochaine destination serait le sud de la France, où il espérait trouver d'autres indices concernant Margaret. La Riviera française était réputée pour être le refuge des secrets bien gardés et des scandales dissimulés. En arrivant à Cannes, Poirot rencontra une vieille connaissance, le commissaire de police local, qui se montra disposé à l'aider. Par son intermédiaire, Poirot apprit que le comte de Fournoise avait eu des ennuis avec les autorités quelques années auparavant, impliquant la disparition d'une jeune femme suisse, affaire qui avait finalement été étouffée par l'influence politique du comte. Cela suggérait un schéma troublant dans le comportement du comte, une habitude de faire disparaître les femmes qui refusaient de se conformer à ses désirs. Hastings et Poirot rendirent visite à la villa du comte, prétendant être des collectionneurs d'art, intéressés par son impressionnante collection personnelle. De Fournoise les reçut avec une politesse calculée, mais son regard restait froid et observateur. Pendant la visite, Poirot remarqua une série de peintures magnifiques dans un salon privé, des œuvres signées M. MacLeod, qu'il reconnut immédiatement comme appartenant à Margaret. De Fournoise maintint que ce n'était qu'une coïncidence, que les signatures étaient communes. C'est dans le jardin de la villa que Poirot fit une découverte remarquable. Une peinture gravée sur une pierre, dissimulée partiellement sous une vieille fontaine. Cette peinture ressemblait étrangement aux signatures de Margaret, mais elle était incomplète et semblait ancienne. Hastings suggéra que cela pourrait être une sorte de message ou de testament laissé par Margaret. Poirot sentit un frisson de compréhension. Margaret avait peut-être laissé des traces de sa présence, même si elle avait voulu que sa disparition reste mystérieuse. Poirot entreprit d'interroger le personnel de la villa, en particulier une vieille gouvernante qui avait travaillé pour De Fournoise pendant de nombreuses années. Cette femme, Madame Leclerc, semblait terrorisée par quelque chose, et il fallut beaucoup de tact et de persuasion pour qu'elle commence à parler. Elle révéla finalement qu'elle avait effectivement vu une jeune femme écossaise à la villa, des années auparavant, mais que cette femme semblait prisonnière, retenue contre sa volonté par le comte. Madame Leclerc raconta que la jeune femme écossaise avait été gardée enfermée dans une chambre du 2e étage pendant plusieurs mois, sortant seulement pour peindre sous surveillance. Le comte affirmait que c'était pour son propre bien, pour la protéger du monde extérieur et de sa famille tyrannique. Cependant, Madame Leclerc avait vu la terreur dans les yeux de Margaret, sa volonté de s'échapper, son désespoir croissant. C'était une captivité douce, mais réelle, un enfermement raffiné, mais terrible. Poirot demanda à Madame Leclerc ce qui était finalement arrivé à Margaret. La gouvernante devint extrêmement émue, expliquant qu'elle n'était pas entièrement certaine. Un jour, Margaret avait simplement disparu de la villa et le comte avait prétendre qu'elle était partie volontairement pour retourner en Écosse. Cependant, l'expression sur le visage du comte à ce moment avait terrifié Madame Leclerc, car elle ne contenait aucune vérité. Margaret n'était pas partie. Quelque chose d'horrible s'était produit, mais le comte gardait jalousement le secret de ce qui était réellement arrivé. En creusant plus profondément, Poirot découvrit que le comte de Fournoise avait effectué des transactions financières importantes aux autorités locales, juste après la disparition de Margaret, des sommes conséquentes, qui semblaient destinées à assurer le silence et l'oubli de cette affaire. La corruption était une monnaie courante sur la côte d'Azur, et de Fournoise possédait suffisamment d'argent et d'influence pour faire en sorte qu'un tel secret soit gardé pendant des années. Poirot revint en Écosse avec des suspicions croissantes, mais il lui manquait encore les preuves concrètes. Il visita à nouveau le château des MacLeod et posa des questions plus directes à la comtesse Margaret sur les véritables sentiments qu'elle entretenait envers sa fille. La comtesse
vieillissante et brisée par les années de culpabilité, finit par avouer que sa rigueur envers Margaret avait été motivée non pas par la malveillance, mais par la peur. Elle avait peur que sa fille, dans son idéalisme juvénile, ne se jette dans les bras d'un homme indigne ou ne gâche sa vie. Ce que Poirot apprit ensuite fut encore plus révélateur. La comtesse avait reçu une lettre anonyme, quelques mois seulement, après la disparition de Margaret, provenant de Paris. Cette lettre intimait à la comtesse de cesser toute recherche, d'accepter que sa fille avait choisi une nouvelle vie, et qu'il serait préférable pour tous de cesser toute tentative de la retrouver. La lettre était accompagnée d'une petite somme d'argent, une sorte de prime au silence. La comtesse ne savait pas pourquoi elle avait conservé cette lettre, peut-être dans l'espoir qu'un jour, elle serait expliquée. Poirot examina la lettre minutieusement, étudiant l'écriture, le papier, le sceau utilisé pour la cacheter. L'expertise en graphologie qu'il effectua lui-même révéla que la lettre avait probablement été écrite par une femme ou par un homme contrefaisant l'écriture féminine. L'argent accompagnant la lettre provenait clairement de sources continentales, probablement françaises. Tout indiquait le comte de Fournoise ou l'un de ses agents. Poirot se rendit en France, une fois de plus, non pas à Paris ou à Cannes, mais à Marseille, où il savait que de Fournoise entretenait des relations avec des éléments louches de la pègre locale. Par l'intermédiaire de ses propres contacts, Poirot découvrit que de Fournoise avait un frère, un homme encore plus impitoyable, impliqué dans les trafics les plus sordides de la région. Ce frère, Claude de Fournoise, était exactement le type d'homme qui pourrait mettre en œuvre les plans les plus noirs de son frère aisé. Grâce à une ruse élaborée, Poirot parvint à laisser filtrer des informations selon lesquelles il était prêt à oublier toute l'affaire de Margaret MacLeod en échange d'une somme généreuse. Le comte de Fournoise, croyant que le détective avait abandonné son intégrité pour de l'argent, accepta de le rencontrer pour négocier. Cette rencontre révéla que le comte était convaincu que Poirot s'était laissé corrompre, montrant par là sa propre faiblesse morale. Au cours de cette rencontre, Poirot obtint des aveux partiels du comte, qui, dans sa confiance mal placée, révéla que Margaret était effectivement restée à la villa pendant un certain temps, mais qu'elle avait finalement décidé de partir, non pas en Écosse, mais ailleurs. De Fournoise maintint que Margaret était vivante quelque part, qu'elle avait choisi de recommencer sa vie loin de sa famille, et que forcer son retour serait contraire à ses volontés. Poirot le pressa de révéler le lieu exact où Margaret s'était réfugiée, mais le comte refusa, affirmant que Margaret le lui avait fait promettre. Poirot comprit que cette promesse était peut-être sincère, que de Fournoise protégeait effectivement Margaret d'une certaine manière. Cela changeait la nature de l'enquête. Peut-être que Margaret n'était pas une victime d'emprisonnement criminel, mais plutôt quelqu'un qui avait choisi de s'échapper de sa vie antérieure, même si cet échappement avait impliqué de subir une certaine période de confinement. Le mystère restait intact, mais sa nature avait légèrement changé dans l'esprit de Poirot. Après des mois d'investigation minutieuse, Poirot découvrit une clé cruciale, un petit registre comptable dissimulé dans les archives du comte de Fournoise, détaillant les transferts financiers réguliers vers une petite île de la Méditerranée, une île minuscule, qui n'apparaissait sur presque aucune carte moderne. Ces transferts avaient commencé il y a 3 ans, juste après la disparition présumée de Margaret, et se poursuivaient régulièrement, diminuant progressivement au fil du temps. Cela ressemblait à un entretien financier pour quelqu'un vivant en isolement. Poirot se procura un navire privé et, accompagné de Hastings et d'un guide local, vogua vers cette île minuscule. Le voyage était dangereux, les rochers entourant l'île rendant l'approche périlleuse. Mais finalement, ils parvinrent à débarquer sur l'île, trouvant une petite cabane de pierre et de bois, construite avec soin et confortablement meublée. La cabane semblait habitée, mais actuellement vide. Cependant, les peintures qui recouvraient tous les murs intérieurs étaient sans équivoque. Elles portaient toute la signature « Monsieur MacLeod ». Ces peintures
révélait une vie de réflexion profonde et de transformations intérieures. Elle montrait l'évolution d'une jeune femme tourmentée par les choix de sa vie, explorant ses émotions à travers l'art. Les paysages peints représentaient l'île avec amour, tandis que les portraits parlaient de solitude et de paix, de liberté trouvée dans l'isolement. Ces œuvres constituaient un journal visuel de la vie recluse de Margaret, un testament de ses pensées et de ses rêves durant son bannissement auto-imposé. En explorant les alentours de la cabane, Poirot et Hastings découvrirent une petite sépulture, marquée par une pierre simple sur laquelle était gravée une inscription en français. « Ici repose Margaret, qui a trouvé la paix. » Poirot sentit son cœur se serrer, comprenant enfin ce qui s'était réellement produit. Margaret n'avait pas seulement disparu, elle avait choisi une forme de mort symbolique, abandonnant son ancien moi pour renaître en tant qu'artiste libre. Cependant, cette tombe suggérait également quelque chose de plus définitif. Après un examen minutieux du site, Poirot découvrit d'autres indices, des lettres en français, écrites de la main de Margaret, datées de divers moments de sa vie à l'île. Ces lettres révélaient le voyage intérieur de Margaret, sa gratitude envers le comte de Fournoise, de lui avoir donné l'espace et les ressources pour découvrir son vrai moi, son regret de ne pas pouvoir retourner auprès de sa mère avant la fin, et sa décision de rester sur l'île pour toujours. Les lettres parlaient également d'une maladie qui la consumait lentement, une maladie qu'elle acceptait avec sérénité. Poirot comprit que Margaret avait contracté une maladie grave, probablement tuberculeuse ou quelque chose de similaire, peu de temps après son arrivée sur l'île, plutôt que de retourner en Écosse, où elle serait devenue un fardeau pour sa famille, ou de permettre que sa mère découvre sa disparition volontaire et ressente de la culpabilité supplémentaire. Margaret avait choisi de rester sur l'île, d'y vivre ses jours de créativité artistique, puis d'y mourir tranquillement. Le comte de Fournoise, qu'il aimait sincèrement, avait respecté sa volonté, subvenant à ses besoins et gardant son secret. Poirot retrouva également une dernière lettre adressée à sa famille, écrite peu de temps avant la mort de Margaret. Elle expliquait son choix, demandait pardon pour la douleur qu'elle avait causée, et priait sa mère de ne pas chercher à la retrouver, car elle avait trouvé le bonheur et la liberté qu'elle avait toujours recherchée. Elle demandait à sa famille d'accepter sa disparition comme étant pour le bien de tous, y compris pour elle-même. Cette lettre n'avait jamais atteint ses destinataires, conservée dans les effets personnels de Margaret sur l'île. Lorsque Poirot revint en Écosse, il convoqua la comtesse Margaret et réunit également Thomas Blackwood, l'avocat Fields qu'elle aimait autrefois. Dans le grand salon du château, Poirot révéla la vérité complète sur le destin de Margaret, expliquant minutieusement comment elle avait quitté l'Écosse, comment elle avait rencontré le comte de Fournoise à Paris et comment elle avait finalement choisi l'isolement sur une petite île méditerranéenne. La comtesse Margaret s'effondra en larmes en apprenant le sort de sa fille, tourmentée par le regret de ne pas avoir été plus compréhensive pendant la vie de Margaret. Elle repensa à toutes les disputes qu'elles avaient eues, à tous les moments où elle avait rejeté les rêves artistiques de sa fille au nom de la tradition et des convenances familiales. Elle réalisa que si elle avait seulement écouté, si elle avait seulement accepté la nature véritable de sa fille, peut-être aurait-elle eu la chance de la connaître véritablement avant son départ fatal. Thomas Blackwood décida de financer un monument à la mémoire de Margaret, une statue qui serait érigée dans le jardin du château, représentant une femme peignant, les yeux dirigés vers l'horizon. Cette statue servirait de rappel éternel du sacrifice qu'elle avait fait pour poursuivre ses rêves et du prix du non-conformisme dans une société rigide et traditionnelle. La comtesse accepta cette proposition avec reconnaissance, voyant en elle une manière de honorer la mémoire de sa fille et d'accepter enfin la vérité sur son destin. Poirot, en quittant le château d'Édimbourg, sentit une satisfaction singulière d'avoir résolu ce mystère, même si la résolution n'était pas la victoire triomphale qu'il aurait pu l'être. Il avait retrouvé Margaret, non pas vivante,
mais à travers ses œuvres et ses mots, donnant finalement un sens à sa disparition mystérieuse et révélant la beauté poignante d'une vie d'artiste déchirée entre l'amour familial et la liberté personnelle. Les semaines suivantes virent un tournant remarquable dans la vie de la comtesse Margaret. Elle entreprit un voyage vers l'île méditerranéenne, désirant voir le lieu où sa fille avait passé ses dernières années. En accompagnant Poirot et Hastings, elle marcha dans la cabane que Margaret avait habitée, toucha les peintures que sa fille avait créées et trouva dans ses œuvres une conversation silencieuse avec sa fille décédée. Le remords initial fit place à une compréhension plus profonde, et la comtesse comprit que Margaret avait fait le choix qui lui semblait juste. Même si ce choix avait signifié la séparation éternelle, le comte de Fournoise, apprenant que Poirot avait découvert l'île et révélé son secret, devint extrêmement anxieux. Il s'attendait à des accusations de crime, à des poursuites légales. Cependant, Poirot lui rendit justice en reconnaissant qu'aucun crime n'avait réellement été commis. Margaret était une femme adulte qui avait fait ses propres choix, et le comte avait simplement honoré ses volontés. Bien que le public ignorait les véritables circonstances de la disparition de Margaret, l'affaire fut classée et le scandale potentiel fut évité. Thomas Blackwood rencontra Poirot avant le retour du détective en Belgique. Il voulait remercier Poirot de lui avoir permis de comprendre enfin le sort de Margaret, même si cette compréhension était teintée de tristesse. Thomas décida alors de consacrer sa vie au soutien des jeunes artistes, en particulier des femmes, qui se battaient contre les conventions sociales pour poursuivre leurs rêves. Il établit une fondation au nom de Margaret MacLeod, destinée à financer les études artistiques des jeunes talents prometteurs, issus de familles rigides ou de conditions modestes. Thomas Blackwood, apprenant la vérité sur Margaret, révéla qu'il l'avait aimée sincèrement et profondément. Il expliqua comment il avait tenté de convaincre son propre père de l'autoriser à poursuivre Margaret à Paris, mais comment il avait dû renoncer, acceptant le jugement sévère de sa propre famille, selon lequel une telle union entre un avocat de classe moyenne et une comtesse écossaise aurait été impensable. Il regrettait profondément de ne pas avoir été plus courageux, de ne pas avoir suivi son cœur. Poirot présenta à la comtesse la dernière lettre de Margaret, ainsi que toutes les autres lettres et peintures qu'il avait retrouvées. Ses œuvres et ses paroles formaient un portrait complet de l'âme de Margaret, révélant ses pensées les plus intimes, ses luttes, ses joies, et sa résolution finale d'accepter son destin avec grâce. La comtesse lut chaque lettre avec dévotion, se sentant enfin en contact avec sa fille d'une manière qu'elle n'avait pas pu l'être durant sa vie. Poirot expliqua également que le comte de Fournoise n'avait pas été un ravisseur, mais plutôt un protecteur et un ami pour Margaret. Si le comte avait d'abord cherché à la confiner à la villa à Cannes, c'était parce qu'il avait cru que c'était dans son intérêt, pour la protéger de la colère de sa mère et de la rigidité de la société. Cependant, Margaret elle-même avait insisté pour se retirer sur l'île, pour vivre seule et libre, et de Fournoise avait finalement accepté son choix, la soutenant financièrement et respectant son isolement. La comtesse demanda à Poirot si Margaret avait réellement envisagé de revenir un jour, si elle avait jamais regretté sa décision. Poirot répondit avec honnêteté que, selon les lettres, Margaret avait d'abord connu des moments de doute et de nostalgie, mais qu'elle avait finalement trouvé la paix dans son isolement. Elle comprenait que revenir aurait apporté plus de douleur à sa mère, sachant comment elle avait déshonoré le nom de la famille, comment elle avait renoncé à son titre et à ses richesses pour l'art et la liberté. Plusieurs mois après le retour de Poirot à Londres, une boîte mystérieuse arriva au domicile du détective. Elle provenait du notaire français qui avait géré les affaires du comte de Fournoise. En l'ouvrant, Poirot découvrit une collection supplémentaire de lettres et de croquis de Margaret, ainsi qu'une lettre adressée au détective lui-même. Dans cette lettre,
que de Fournoise avait laissé des instructions pour qu'elle soit découverte après la résolution de l'affaire, Margaret remerciait Poirot pour son dévouement à la vérité. Margaret écrivait dans cette lettre que si sa disparition était découverte, elle voulait que Poirot sache que sa vie sur l'île, bien que brève, avait été la plus authentique et la plus libre qu'elle n'eût jamais vécue. Elle exprimait son amour profond pour sa mère et ses regrets de ne pas avoir pu réconcilier l'amour familial avec la liberté personnelle. Elle priait également que sa mère soit pardonnée pour ses erreurs de jugement, car elle avait agi selon ses lumières et son désir de protéger sa fille. Margaret concluait en affirmant que son art était son véritable enfant et que ses peintures vivraient bien après sa mort, racontant l'histoire de son âme. Poirot reçut également les clés du petit musée que la comtesse Margaret avait créé au château de Dunvegan, un musée dédié à l'exposition permanente des œuvres de Margaret MacLeod. Ce musée devint rapidement célèbre dans toute l'Europe, attirant des critiques d'art, des historiens et des admirateurs du génie créatif de Margaret. Les peintures, qui avaient été créées dans l'isolement, loin des regards du monde, étaient enfin révélées à la lumière publique, où elles trouvaient l'appréciation qui leur était due. Madame Beaumont, la propriétaire de la pension parisienne, où Margaret avait d'abord résidé, apprit la vérité sur sa pensionnaire bien-aimée. Elle fut profondément émue d'apprendre que Margaret avait conservé certaines de ses lettres et avait même inclus une mention particulière de Madame Beaumont dans son journal artistique. Madame Beaumont, maintenant âgée, visita le musée du château de Dunvegan pour la première fois, où elle s'attarda longuement devant les peintures les plus anciennes, revivant les moments qu'elle avait partagés avec cette jeune femme exceptionnelle, la comtesse Margaret. Dans les années qui suivirent, la révélation du sort de sa fille devint progressivement plus ouverte d'esprit. Elle reçut régulièrement Thomas Blackwood et collabora avec lui sur les projets de la fondation Margaret MacLeod. Ensemble, ils aidèrent des douzaines de jeunes artistes à poursuivre leurs rêves sans crainte des jugements de la société. La comtesse comprit, tardivement, mais sincèrement, que le véritable amour parental consiste à soutenir les passions et les aspirations de ses enfants, même quand elles divergent des attentes traditionnelles. Le château de Dunvegan lui-même fut transformé au fil du temps. D'une forteresse imposante, symbolisant le pouvoir et l'autorité familiale, il devint un lieu de culture et de créativité artistique. Des expositions régulières y étaient organisées. Des jeunes artistes y résidaient temporairement pour étudier les techniques et les styles de Margaret. Et des conférences sur l'art et la liberté créative y étaient données. Le château était devenu un sanctuaire pour les rêves artistiques, un monument ironique à Margaret, qui avait dû quitter ce château pour trouver sa liberté. Années après années, le musée du château continua à attirer des visiteurs du monde entier. Les historiens débattaient de la vie de Margaret MacLeod, certains la voyant comme une victime des conventions sociales, d'autres comme une héroïne qui avait choisi son propre chemin malgré les obstacles. Les philosophes se demandaient si Margaret avait vraiment trouvé le bonheur dans son isolement ou si elle avait simplement échangé une forme de prison contre une autre. Mais une chose était certaine. Margaret MacLeod avait laissé une empreinte indélébile sur le monde, pas seulement à travers ses peintures magnifiques, mais aussi à travers l'inspiration qu'elle avait fournie à d'autres pour poursuivre leur propre passion. Des années plus tard, Poirot reçut la visite inattendue de mademoiselle Françoise, la vieille gouvernante qui avait été la confidente de Margaret. Françoise, maintenant très âgée, voulait partager un dernier secret avec le détective qui avait révélé la vérité sur sa bien-aimée Margaret. Elle raconta comment Margaret, dans les derniers mois avant son départ définitif pour l'île, lui avait confessé qu'elle ne s'attendait pas à vivre longtemps. Margaret savait, d'une certaine manière, que sa santé était fragile, et elle avait même envisagé de ne pas survivre au-delà de quelques années. Cette révélation recontextualisa toute l'affaire dans l'esprit de Poirot. Margaret n'avait pas seulement fui la rigidité de sa famille, ou poursuivi une aventure romantique avec le comte de Fournoise. Elle avait, en quelque sorte,
accepté tacitement que sa vie serait brève, et elle avait choisi de la vivre de manière authentique et libre, plutôt que de l'étirer dans une conformité malheureuse. Son isolement sur l'île n'était pas une punition, mais un acte de conscience, une acceptation sereine de son mortalité, et un refus de faire souffrir ceux qu'elle aimait, en restant dans le monde visible. Françoise confia également à Poirot que Margaret lui avait écrit une dernière lettre, des mois avant sa mort, dans laquelle elle exprimait une paix profonde concernant son destin approchant. Elle avait demandé à Françoise de garder cette lettre secrète jusqu'à ce que la vérité soit révélée, et seulement après d'en révéler le contenu au détective qui avait travaillé sans relâche pour découvrir son sort. Cette lettre, lue à haute voix par Françoise, avec une émotion contenue, révéla l'esprit extraordinaire de Margaret, son acceptation du cycle naturel de la vie et sa gratitude envers Dieu d'avoir eu la chance de vivre ces années décisives avec liberté et authenticité. Poirot, habitué à démêler les mensonges et les conspirations, trouva dans cette conclusion quelque chose d'inattendu et de profondément humain. Margaret MacLeod ne représentait pas un mystère à résoudre par la logique pure, mais plutôt une énigme de l'âme, une question philosophique sur ce que signifie vraiment vivre une vie significative. Elle avait choisi la qualité plutôt que la quantité, l'authenticité plutôt que la conformité, et la liberté plutôt que la sécurité. Son mystère n'était pas criminel, mais existentiel. Le détective belge comprit que cette affaire lui avait enseigné une leçon profonde. Il n'y avait pas toujours de solution parfaite, pas toujours un coupable à traduire en justice, et pas toujours une fin heureuse pour les personnages d'une histoire. Parfois, la vérité était simplement que les gens font des choix, que ces choix ont des conséquences, et que nous devons tous accepter nos destins avec grâce et dignité. Margaret MacLeod représentait une forme de sagesse que Poirot n'avait pas entièrement appréciée avant de résoudre son cas. Dans les années suivantes, Poirot recommanda souvent l'histoire de Margaret MacLeod à d'autres, notamment à de jeunes gens, qui se demandaient s'il valait la peine de poursuivre leurs rêves contre tous les obstacles. Il enseignait que Margaret avait montré que oui, cela en valait la peine, même si le coût était élevé et même si le prix était une vie brève, mais intensément vécue. Son histoire devint, pour Poirot, un testament de la puissance de la volonté humaine et du désir inextinguible d'être authentique. 10 années après la révélation de la vérité sur Margaret MacLeod, Poirot reçut une invitation à la cérémonie d'inauguration du musée Margaret MacLeod à Paris, un établissement équivalent au château de Dunvegan, qui rassemblerait toutes les œuvres connues de Margaret et retracerait sa vie à travers ses peintures, ses lettres et ses objets personnels. La comtesse Margaret, bien que très âgée maintenant, avait insisté pour que Poirot soit l'invité d'honneur à cette occasion, le remerciant solennellement d'avoir permis à sa fille d'être finalement connue et comprise. En visitant le musée parisien, Poirot fut profondément touché par la manière dont la vie de Margaret était présentée. Ce n'était pas un spectacle morbide de disparition et de mort, mais plutôt une célébration de sa vie courte mais extraordinaire. Des salles entières étaient consacrées à ses peintures, d'autres à ses lettres et journaux, et une salle spéciale présentait des effets personnels de Margaret, ses pinceaux, ses palettes, même ses vêtements usés par les ans. Le public pouvait maintenant voir clairement la figure entière de Margaret, non pas comme une victime mystérieuse, mais comme une artiste de génie et une femme courageuse. Thomas Blackwood, maintenant un homme d'âge mûr, accueillit Poirot au musée avec une gratitude sincère. Il expliqua comment la fondation Margaret MacLeod avait depuis transformé les vies de plus de 200 jeunes artistes en les aidant à trouver les ressources, l'encouragement et le mentoring dont ils avaient besoin pour poursuivre leur passion. Beaucoup de ces jeunes artistes reconnaissaient Margaret comme leur inspiration, trouvant dans sa vie et son art un modèle de dévouement à la création malgré les obstacles. La comtesse Margaret,
Frêle, mais lucide, conversa longuement avec Poirot ce jour-là. Elle lui confia que bien que le chagrin de la perte de sa fille ne s'était jamais complètement dissipé, elle avait trouvé une certaine paix en acceptant que Margaret avait trouvé son propre chemin. Elle regrettait profondément de ne pas avoir été capable de soutenir Margaret pendant sa vie, mais elle était reconnaissante d'avoir la chance de soutenir son héritage après sa mort. La comtesse avait établi que le château de Dunvegan resterait à jamais un sanctuaire pour les artistes et les rêveurs, un monument à la mémoire de sa fille.